Et salut à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, AMD a fait sa petite keynote du Computex et ça a principalement parlé de Zen 4 et aussi de la plateforme en général, les cartes mères et tout ça. Voyons un petit peu ce qui s'est passé, allons-y, c'est parti. Alors, cette keynote avait d'abord commencé sur un long segment sur les laptops et les PC portables. Dans l'ensemble, c'était pas bien passionnant, il n'y avait pas grand chose de nouveau. En dehors de ça, ici, le AMD Mendocino, donc c'est une nouvelle architecture entre guillemets, qui regrouperait Zen 2, oui, le retour de Zen 2, avec ici une partie graphique RDNA 2 pour les PC portables d'entrée de gamme. Annoncé à un tarif entre 400 et 700 $. Bon, alors j'avoue que je comprends pas trop l'intérêt de ces nouveaux processeurs en fait. Pourquoi ressortir des processeurs avec architecture Zen 2 pour les coupler avec du RDNA 2? Alors j'avoue, ça laisse un petit peu perplexe. Pourquoi faire revenir Zen 2? D'autant plus que ce type d'APU existe déjà avec Zen 3. Est-ce que c'est une histoire de segmentation juste pour vendre les puissances Zen 3 plus chères, les Ryzen 6000? C'est très probablement le cas, mais dans l'absolu ça n'a pas grand intérêt. D'autant plus que Mendocino, c'était déjà le nom d'une architecture de chez Intel et c'était celle du Intel Celeron 300A, le fameux 300A de l'époque, qui était très certainement le meilleur deal en performance-prix puisque c'était un des premiers processeurs qu'on pouvait overclocker autant. Et du coup le Mendocino Made in AMD, j'ai quand même un peu de doute sur le fait qu'il soit aussi bon que ce bon vieux Celeron. Et ensuite on a eu un segment sur les Ryzen 7000 et aussi sur la plateforme AM5 en général, et on a eu confirmation de certaines choses dont on avait déjà entendu parler depuis un bon moment, plus quelques autres petits détails qui étaient plus ou moins intéressants, voire inquiétants. Alors, ce qu'il y avait à retenir pour cette première plateforme sur AM5, c'est que ce sera bien gravé sur le 5 nanomètres de chez TSMC. Jusqu'ici, pas de grande surprise. On sera bien sur du 16 corps, 32 threads maximum. Donc, tous ceux qui espéraient plus, ce sera pas sur cette première génération. On sera bien sur une plateforme DDR5 uniquement. Donc, ceux qui espéraient encore qu'il y ait de la DDR4, ce sera pas le cas. C'est ce qu'on nous dit déjà depuis des mois, et c'est ce que je dis depuis des mois aussi d'ailleurs. Pas de DDR4 sur cette première génération AM5. 28 lignes PCI Express, on aura aussi un support du PCI Express 5.0. Au niveau de la conso, on nous annonce du 105 jusqu'à 170 watts. Alors il faudra voir comment AMD va segmenter son offre. Est-ce qu'on aura vraiment une augmentation de la consommation sur cette nouvelle plateforme du côté d'AMD aussi? On a vu que sur la consommation chez Intel sur la génération 12, on avait aussi eu une grosse augmentation de la consommation sur certains modèles, même si personnellement c'est pas une tendance que j'apprécie énormément au niveau de la consommation dans l'ensemble. Et ce qui a pas mal fait parler, ce sont les chiffres de performance, puisqu'AMD nous a annoncé un gain de performance au-dessus de 15% par rapport à la génération précédente. Et ce gain de performance, alors c'est assez flou au niveau de ce qui a été annoncé, ça comprendrait apparemment un gain au niveau de la fréquence et aussi au niveau de l'IPC, les instructions par cycle. Par contre, au niveau de la configuration de test qui a été utilisée pour arriver à ce résultat, ce qu'on voit après, selon AMD, dans les petites notes qui sont fournies par la suite, c'est quand même assez flou. On ne sait pas à quelle fréquence tournent ces deux processeurs, est-ce qu'ils sont tous les deux à la même fréquence ou pas, on n'en sait rien. Les seules infos qu'on a, c'est que d'un côté on avait 16 Go de RAM en DDR4 3600 Cas16 et en face on avait 2 fois 16 Go en DDR5 6000 CL30. Donc à la vue de ce chiffre-là, 15% de plus par rapport à la génération actuelle sur Cinebench, en single thread, ça paraît pas franchement incroyable. Ça permettrait bien évidemment de rattraper Alder Lake d'Intel, donc la génération 12, Par contre, par rapport à la génération 13, ça paraît du coup un petit peu compromis. On pourrait se dire qu'AMD pourrait peut-être reprendre la couronne au moment de la sortie de Zen 4 pour la reperdre quelques mois après. Par contre, on a aussi eu une autre indication au niveau des performances par rapport au 12900K d'Intel sur Blender, et sur Blender, le Ryzen 7000 qui a été utilisé ici donnait 31% de performance en plus. Et donc forcément, les 31% de perf en plus sous Blender, c'est beaucoup plus impressionnant que les 15% de perf en plus sous Cinebench. Surtout que le 12900K, c'est pas vraiment un manche sous Blender, donc arriver à faire 31% de perf en plus avec un 8 core 16 threads, c'est pas rien quand même.
Donc dans l'ensemble, au niveau des performances, c'est un petit peu étrange ce qui a été annoncé ici. D'un côté, on a le petit 15% qui a été pas mal mis en avant par rapport à la génération actuelle, et à côté de ça, on a un 31% de perf en plus en application sous Blender par rapport aux 12900K, où se situe vraiment l'avancée au niveau performance avec ces futurs Ryzen 7000. Pour les performances, eh bien, il faudra attendre d'en savoir plus, puisque d'un côté, on a un gain quand même, bon, 15% c'est pas rien, hein, sur un processeur, c'est quand même une belle avancée. Si c'est rien que ça, c'est déjà pas mal, mais ce serait insuffisant face à la future architecture d'Intel. Par contre, si c'est vraiment plus proche des 31% de façon générale dans les applications, c'est beaucoup plus impressionnant et ça devrait pouvoir tenir tête au futur Raptor Lake d'Intel de génération 13, même si, du côté de chez Intel, comme on nous prépare un doublement des petits corps, ça pourrait quand même donner un match probablement en faveur de cette génération 13. Mais bon, je pense que d'un côté comme de l'autre, il est un petit peu tôt pour s'avancer sur les performances finales. Pour l'instant, ça paraît pas incroyable, mais on verra ce qu'AMD nous réserve réellement pour la suite. Par contre, en ce qui concerne les performances en gaming, on n'a absolument rien eu du tout. Tout ce qu'on a vu, c'était que dans les jeux, c'était Ghostwire Tokyo apparemment, ça pouvait tourner jusqu'à 5.5 GHz au niveau de la fréquence, ce qui est quand même une belle évolution par rapport au Ryzen actuel, mais ça nous dit pas grand chose des performances en jeu. On sait juste que ces futurs Ryzen 7000 sont capables d'avoir une fréquence beaucoup plus élevé que les Ryzen actuels. Avis perso, si on doit comparer ça au Ryzen 5800X 3D qui est sorti dernièrement, à mon avis, celui-ci devrait continuer de garder un certain avantage dans les jeux qui tirent le plus parti de ce cache de niveau 3 en plus. Par contre, il y aura très certainement pas mal de jeux qui bénéficieront plus de la fréquence et qui du coup seront plus performants avec les futurs Ryzen 7000. Autre point intéressant sur ces Ryzen 7000, c'est qu'il y aura une partie graphique d'intégrer avec tous les processeurs. Alors, partie graphique, ce ne seront pas des APU comme on a pu les connaître avec un 5600G ou les puces que l'on voit sur les PC portables actuellement. La partie graphique qui sera intégrée ici, c'est vraiment un petit peu la même chose que l'on voit chez Intel. Ça permet de jouer, oui, ok, dans des conditions assez déplorables la plupart du temps, mais c'est plus pour dire de faire des diagnostics ou juste d'avoir un affichage pour pouvoir faire de la bureautique, mais aucunement pour jouer. Et au niveau de la plateforme en elle-même, au niveau des cartes mères, c'est un petit peu différent que ce qu'on avait eu jusqu'ici, puisque traditionnellement sur la M4, on avait par exemple le chipset X570 qui était le chipset le plus cher avec le plus de fonctionnalités, et en dessous on avait le chipset par exemple le B550 qui avait quelques fonctionnalités en moins, et encore en dessous on avait le A520 par exemple qui était destiné aux cartes mères plus beaucoup plus budget. Et bien sur la M5 tout ça c'est fini puisque AMD va lancer les chipsets extrêmes. Alors moi, dès que je vois extrême dans le nom d'un produit en hardware, généralement ça veut surtout dire extrêmement cher. Et c'est très probablement ce qui va arriver ici, puisque dans les grandes lignes, ce chipset extrême, en gros ça vient remplacer le chipset 570 classique avec une segmentation au-dessus. Bon alors j'ai envie de dire, on s'y attendait un petit peu, ça fait un moment qu'on entendait dire, il y aura peut-être du X690 ou ce genre de choses sur la future plateforme AM5, ça prend la forme de chipset extrême, et de ce qu'on a entendu aussi, il y aura aussi probablement du B650 extrême. Dans les grandes lignes, ça semble être surtout une histoire de ligne PCI Express en plus sur le X670E, on va l'appeler comme ça, et des capacités d'overclocking un petit peu plus costauds et très probablement une segmentation plus premium avec des cartes mères plus chères. Par contre, ce qui est un petit peu plus gênant, c'est que sur les cartes mères en X670 non extrêmes, c'est que la segmentation PCI Express est un petit peu laissée à la discrétion du fabricant de carte mère. Donc on pourrait avoir une carte mère en X670 avec du PCI Express 5.0 sur la partie graphique et aussi du PCI Express 5.0 sur un port M2 par exemple, et une autre carte mère en X670 avec le PCI Express 5.0 sur la partie graphique, mais du PCI Express 4.0 sur tous les ports M2 à côté, ce qui veut dire qu'en fait il faudra faire très attention en achetant une carte mère en X670, puisque d'un fabricant à l'autre et d'un modèle de carte mère à l'autre, la répartition du PCI Express 5.0 ne sera pas la même partout. Donc vraiment, je trouve que la segmentation entre le X670 extrême et le X670 normal
C'est pas franchement bienvenu, je pense qu'ils auraient pu éviter ça. Je sais très bien que c'est une histoire de segmentation pour proposer des produits plus chers, mais dans l'ensemble je trouve que ça va apporter plus de confusion et de bordel dans la gamme, alors que c'était pas franchement nécessaire. Et en ce qui concerne le B650, eh bien le B650, lui, au niveau du PCI Express 5.0, ce sera uniquement sur le stockage, donc au niveau du GPU, ce sera du PCI Express 4.0. Au niveau de la plateforme, on a entendu parler encore une fois du Smart Access Storage. Bon alors je pense qu'AMD aime beaucoup ce Smart Access quelque chose, puisqu'après le Smart Access Memory, on a le Smart Access Storage. Bon alors très clairement, c'est simplement l'implémentation du Direct Storage par AMD, tout comme le Smart Access Memory, c'était l'implémentation d'AMD du Resizable Bar. Et de ce qu'on a entendu ici, ça ressemblait beaucoup au RTX IO qu'NVIDIA avait présenté il y a quand même bien longtemps, et dont on n'a pas entendu parler depuis bien longtemps aussi. Et en parallèle de ça, eh bien on a eu aussi l'annonce de certaines cartes mères de la part des partenaires d'AMD, comme par exemple Asus, qui nous a déjà montré sa X670 Extreme, qui risque de coûter un bon gros paquet de pognon. Personnellement, ça m'intéresse pas du tout, mais évidemment pour les partenaires, eux, ils vont pouvoir vendre du matos très cher, ils sont plutôt contents. Et à côté de ça, on a aussi eu l'annonce d'MSI sur certains modèles de cartes mères. Encore une fois, c'est uniquement sur tout ce qui concerne le X670 pour l'instant. Bref, voilà un petit peu ce qu'il y avait à dire dans les grandes lignes sur cette keynote de ce matin. Dans l'ensemble, on reste quand même un peu sur notre faim, on n'a pas eu d'informations du tout au niveau de la segmentation, au niveau des tarifs, au niveau des performances réelles, ou des performances en jeu. Au final, on sait pas grand chose de plus par rapport à avant. Et c'est un petit peu étrange qu'une présentation apporte plus de questions que de réponses au final. Mais bon, j'ai envie de dire, on en saura plus probablement très rapidement, puisque c'est censé sortir pour l'automne, donc très probablement septembre ou octobre. Personnellement, dans l'ensemble, tout ça, ça m'a pas paru incroyable. Déjà, la segmentation au niveau des cartes mères, on s'attend à une augmentation des tarifs, encore une fois. Je pense que AMD va juste se calquer sur le modèle tarifaire d'Intel, tout simplement. Donc le X670 Extreme et même le normal, à mon avis, ça va quand même coûter assez cher. Et le coût de la plateforme dans l'ensemble devrait être plus élevé que sur la M4, tout simplement à cause de la DDR5 aussi, à part si celle-ci baisse énormément en prix d'ici la fin de l'année, ce qui serait une bonne chose. Par contre, à la vue de tout ça, ce qui me paraît le plus clair, c'est qu'au niveau budget, ce sera très certainement beaucoup plus intéressant chez Intel, tout simplement parce qu'on a toujours le choix d'une carte mère en DDR4 et en DDR5. Et en plus de ça, on sait aussi que les processeurs de génération 13 devraient aussi fonctionner sur les cartes mères actuelles chez Intel. Dans l'ensemble, on devrait pouvoir faire une config tout aussi puissante ou très proche de ces futurs Ryzen en prenant une carte mère pas très chère chez Intel sur une plateforme qui est déjà sortie depuis maintenant environ 1 an, tout en conservant son ancienne mémoire qui coûte beaucoup moins cher pour l'instant. Bon, ça va être quand même compliqué de lutter pour AMD au niveau du tarif. Bref, c'est tout pour moi pour aujourd'hui. On se retrouve très probablement demain pour la keynote d'NVIDIA s'il y a quelque chose d'intéressant dans le lot à éclaircir ou pas, on verra bien. On espère tous une annonce côté GPU, mais c'est pas sûr du tout, donc on va attendre demain, tout simplement. Si la vidéo vous a intéressé, n'hésitez pas à faire les trucs casse-couilles de YouTube, comme d'habitude. On se retrouve très vite, je vous fais des bisous, je vous dis à la prochaine, salut!